et bienvenue dans le MAG du Media Lab, une émission où on va beaucoup parler des 150 ans de l'Université catholique de Lille. Mais tout de suite, retour en image sur une conférence de l'impact de l'université sur son territoire. Alors aujourd'hui, c'est le lancement officiel des 150 ans de la Cato à destination du grand public. Donc c'est une conférence où on va suivre le fil entre l'intention et la vision de notre fondateur Philibert Vraud et une étude d'impact qui mesure à un moment donné la réussite et la performance de notre université dans le temps. Donc on va faire cet aller-retour entre nos fondateurs et cette étude d'impact, et notamment au travers du témoignage de nombreux acteurs de l'université et acteurs entrepreneurs autour de 3 grandes thématiques: la notion du bien commun, la notion de l'entrepreneuriat et la notion de l'innovation. Aujourd'hui, il y a environ 350 inscrits ce soir au regard de l'intérêt de ce sujet, dans lequel on va réinvestiguer entre guillemets l'intention de nos fondateurs et puis surtout mesurer l'impact qu'a la Cato aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens vont découvrir des choses. Tout le monde connaît la Cato dans ce qu'elle est, mais assez peu dans ce qu'elle fait au quotidien. Nous avons 3 tables rondes constituées de 4 intervenants, des intervenants qui sont aussi bien issus du monde de l'entreprise, aussi bien des dirigeants de la Cato, que des étudiants et des étudiantes, parce que c'est aussi ça, c'est ce trait d'union entre notre fondateur et l'avenir de la Cato. Un anniversaire, c'est un moment c'est une étape en fait. Ça permet de relire le chemin parcouru. Mais c'est pas la dynamique des 150 ans, c'est vraiment pas une dynamique d'auto-glorification ou de nostalgie. C'est vraiment pour essayer d'en tirer des idées, des fondamentaux, des ressources pour se projeter vers l'avenir. Et ce soir, on va découvrir l'étude d'impact de l'université. On va retracer aussi, redécouvrir la figure de notre fondateur, Philibert Vraud. Je pense qu'avec ces 2 éléments, on pourra se poser la question de comment l'exemple de Philibert Vraud, ce qu'il a essayé de léguer, de lancer il y a 150 ans, comment ça prend sa forme aujourd'hui et quel est l'impact de l'université. Et à partir de ce va-et-vient, en tirer des idées pour l'avenir. Moi, je vais aborder, j'interviendrai dans la table ronde autour de notre participation au bien commun, donc où j'évoquerai en quoi nos hôpitaux participent au bien commun et en quoi ils se différencient peut-être d'autres établissements de santé. On abordera ça, et puis aussi quelques mots sur l'histoire de nos hôpitaux sous l'impulsion de Philibert Vraud et de son beau-frère Camille Ferron en son temps, et comment les choses ont évolué au fil du temps. Donc moi j'interviens sur la table ronde pour l'entrepreneuriat. L'objectif c'est de parler de la région, pourquoi est-ce que je suis venue dans le Nord, présenter aussi rapidement mon projet et dire en quoi toute la structure de la Cato et de l'ICAM a pu contribuer au développement du projet. Sur la partie entrepreneuriat, là où la Cato et l'ICAM ont pu contribuer, c'est surtout les relations avec par exemple les incubateurs, tous les groupes, les réseaux d'entrepreneuriat, toutes les personnes qui ont de l'expertise. Ça a été extrêmement bénéfique pour les mises en relation, je dirais. Donc en fonction du projet et en fonction de nos besoins à différents stades de notre parcours, ils sont capables de nous rediriger vers les bonnes personnes et les bonnes structures. Ce qui serait génial pour la Cato, c'est de continuer à rayonner sur tout ce qui est formation de professionnels ou de futurs acteurs dans l'économie de demain, dans la région du Nord et même en France. Et idéalement que ce soit un campus qui soit moteur et novateur sur tout ce qui est les nouveaux modèles économiques et sociaux. Non, c'est une fête qui doit réunir aussi bien entre guillemets l'ensemble des acteurs qui créent et qui animent cette université au quotidien, c'est-à-dire tous les collaborateurs, l'ensemble des partenaires extérieurs, que ce soit le monde économique comme le monde politique, les étudiants, les étudiantes, et puis ensuite que ce soit une belle fête pendant ces 150 ans. Le prochain événement je dirais, des 150, ça va être l'inauguration de l'Observatoire, et ceci le 13 mars. Après ces images sur le lancement des 150 ans de l'Université catholique, nous sommes en compagnie de Denis Vinquier, maître d'œuvre de cette cérémonie et des 150 ans de l'Université catholique. Nous sommes donc ici au Media Lab. Nous sommes devant donc la réalisation d'un documentaire en plein montage sur les 150 ans. Donc Denis, pourquoi avoir fait ce documentaire ? On a pensé ce documentaire il y a déjà un certain temps. En fait, on a fait un calcul dans le cadre de ces 150 ans.
il y a 350 000 étudiants qui sont passés à l'université depuis 1875. Oui, quand même. Ça fait un sacré paquet, ça fait presque 8 stades de foot qui sont passés à l'université, mais on s'est dit qu'il y avait des anciens qui vivaient toujours et qui avaient certainement des belles choses à raconter. Qui ont marqué l'université. Oui, avec lesquels on pouvait être en contact. Et c'est vrai qu'on a cette chance assez extraordinaire au gré du temps d'avoir, par exemple, rencontré Monique, qui a 101 ans aujourd'hui, qui a été la première étudiante en droit en 1943. Elle a été longtemps après étudiante en faculté de théologie dans les années 2010. Et c'est vrai que, voilà, je me dis, Monique, c'est quelqu'un qui a une des choses à pionnière. raconter. Voilà, C'est ça. ça la va une pionnière, mais en même temps, c'est des gens qui ont à transmettre des choses. Mhm. Et au fond, on s'est dit que toutes ces personnes-là vers lesquelles on pouvait essayer d'aller, elles avaient des belles choses à dire aux étudiants de demain. Donc c'est pour ça que ces anciens, ils ont certainement des choses à dire aux futurs étudiants. Et donc on a essayé de rassembler des témoignages. Mais ça, c'est le rôle du Media Lab, puisqu'on a confié cette belle mission au Media Lab. Donc à travers le documentaire, c'est le rôle de transmission que vous cherchez. Oui, parce que, alors moi, je n'ai pas assisté à tous les entretiens, mais on voit aussi qu'il y a des permanences dans cette université. Quelqu'un qui était étudiante il y a 70 ans ici, finalement, elle va raconter l'université d'hier, et en même temps, ça va être aussi intéressant de regarder en quoi l'université d'hier ressemble encore à l'université d'aujourd'hui. Donc au fond, il y a une matière à réflexion dans ces témoignages. Au fond, on souhaite que les étudiants viennent donc ce sera le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. On a choisi d'ailleurs de diffuser ce beau film sous la forme de ciné popcorn tout l'après-midi dans Aula Maxima, 15h, 16h, 17h. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Okay. J'espère vraiment que les étudiants viendront rencontrer les étudiants d'hier. On espère aussi que les salariés viendront. Et puis on espère aussi que des anciens qui ne seront pas dans le film viendront pour se retrouver dans le film. Grâce au Media Lab, il y aura de très belles images à montrer au plus grand nombre. 3 séances de Aula Maxima, ça veut dire qu'on peut mettre 3 fois 500 personnes. Donc on peut accueillir quand même le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph, qui est le saint patron de l'université. On peut accueillir 1500 personnes. J'espère qu'on vendra beaucoup de pop-corn le 19 mars. Et quels seront donc les temps forts du 19 mars? Comment se déroulera cette journée? Alors, les festivités des 150 ans, elles commencent un peu avant le 19 mars. Elles commencent le 13 mars par une course un peu folle. Voilà, une course de chars. Là aussi, c'est une belle idée. C'est-à-dire, c'est les étudiants qui doivent lancer les festivités des 150 ans. Donc, on a inventé cette course. On a géré les contours de cette course, pas facile, parce qu'on sera dans la rue du Port. L'idée, c'est que les étudiants puissent s'impliquer dans cette course, mais aussi les salariés et le quartier. On a invité aussi les habitants du quartier. Okay. Et donc, ce qui était intéressant dans cette course-là, c'était qu'on puisse fabriquer ces chars. C'est pour ça qu'on achète des caddies. Il faut habiller les caddies. Et la grosse consigne, c'est qu'on n'achète rien. On fait de l'économie circulaire. On a une ressourcerie, on récupère tout, on n'achète rien. Donc on fait du recyclage. Voilà, et donc on recyclera les caddies. Après la course, on les donne à des épiceries solidaires. D'ailleurs, ils sont déjà tous aujourd'hui fléchés pour repartir dans une épicerie solidaire après. Donc ça, c'est le 13 mars. Et le 13 mars, on inaugure aussi l'observatoire sur le toit de l'université. C'est une chance de cette université d'avoir sur son toit une couronne, une belle couronne. Elle n'était pas belle jusqu'à présent, mais le 13 mars, on va revoir une très belle couronne sur le toit de l'université. Là, on est en train de travailler sur un très beau livre. La chance de notre université, c'est d'avoir beaucoup de trésors. Donc, on va révéler les trésors Les trésors cachés de l'université. Alors, les trésors cachés, oui. Enfin, cachés ou pas toujours visibles, évidemment. Il y en a qui sont plus ou moins visibles. Mais on a beaucoup travaillé sur ça, le fait de révéler les trésors de notre université. Et on donnera cet ouvrage à nos salariés. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis tout de suite, on revient sur la cérémonie de vœux et le lancement des 150 ans.
l'université a mis à l'honneur les jeunes doctorants de la promo 2022-2024 lors de la cérémonie des 150 ans de l'Université catholique de Lille. Bienvenue à la première édition du Gala de la recherche de l'Institut catholique de Lille. C'est un peu ce qui nous est proposé pour ce gala. Célébrer les succès, les avancées, avant de nous projeter. Bonne soirée et bon gala. Donc on est aujourd'hui au Gala de la recherche de l'UCL qui met à l'honneur notamment donc les jeunes docteurs de l'année 2022, 2023 et 2024 et donc en ce qui me concerne pour l'année 2022. C'est une occasion effectivement de célébrer la fin du doctorat dans une université où j'ai réalisé les 3 premières années de ma thèse et qui m'a soutenue jusqu'à la fin. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire avec notamment ma directrice de thèse et mes proches. Aujourd'hui, je suis chercheuse en droit à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse dans une équipe pluridisciplinaire. Et cette école donc, du ministère de la Justice a pour vocation de former les éducateurs et directeurs de services de la protection judiciaire de la jeunesse. On vient de vivre le Gala de la recherche, donc une mise à l'honneur des docteurs, des personnes qui ont préparé leur thèse dans le cadre de l'Institut catholique, et puis ceux qui ont obtenu également une habilitation à diriger des recherches. C'est une première et c'est vraiment le signe qu'on veut effectivement mettre à l'honneur nos efforts de recherche et tous ceux qui poursuivent des efforts de recherche au sein de la Cato et dont l'obtention de la thèse ou de l'habilitation à diriger des recherches, c'est un moment particulier, c'est une reconnaissance de leurs efforts. C'est assez singulier, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir une mise à l'honneur. Donc c'est à la fois agréable bien sûr parce que c'est quand même une reconnaissance de la part de l'institution dans laquelle on travaille. Donc c'est toujours bon à prendre. Et puis un petit peu intimidant parce que bon, il y a des collègues, il y a des anciens qui ont fait plus de travaux que nous-mêmes. Et donc, oui, à la fois agréable et intimidant. Pendant longtemps, au niveau de la Cato, l'accent était vraiment mis sur la pédagogie, pour des raisons également de ressources et de modèles économiques. Mais on s'est rendu compte depuis plus d'une dizaine d'années maintenant que la recherche inspire, alimente la pédagogie. Et d'autre part, pour avoir une vraie place, un vrai rang dans l'enseignement supérieur et la recherche, il est important de développer la recherche académique. Et donc cet effort de développement de la recherche, il est maintenant ancien. Et c'est vrai que l'augmentation du nombre de thèses préparées à l'Institut catholique, l'augmentation du nombre d'HDR, c'est une reconnaissance de ce développement des activités de recherche. L'université reçoit régulièrement des personnalités et récemment, nous avons reçu Jean-François Copé qui est venu nous faire une conférence sur la géopolitique comme guide de l'action nationale en lien avec les masters de relations internationales. Donc on est à l'Université catholique de Lille, dans l'amphi René Théry, et on a reçu monsieur Jean-François Copé pour une conférence sur la géopolitique comme guide de l'action nationale.
On a invité M. Copé parce qu'on jugeait ça intéressant d'avoir le point de vue d'un homme politique, ancien maire, député, député et ancien ministre, sur toutes ces questions, et puis pour avoir un peu une vision sur son parcours qui peut être des futurs professionnels qui nous concernent. On a pu faire une rapide interview dans nos locaux au Media Lab. Je pense que c'est extrêmement important que des gens qui ont un petit peu mon profil puissent partager à la fois des expériences, des réflexions, tester aussi un certain nombre d'idées et de donner toujours une dimension de fond intellectuel au sens premier du terme, parce que je pense que c'est dans le débat public ce qui est le plus important et le plus utile. Pourquoi une conférence sur la géopolitique à la fois locale et internationale? Parce que tout simplement les deux sont pour moi liés. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, forcément. En géopolitique, on voit ce qu'on appelle, on fait des études multiscalaires, donc forcément on va toucher à la fois le côté local et international comme le côté national. Effectivement, on est un ensemble, on est chacun politisé mais individuellement, donc on essaye de faire en fonction de nos avis et de nos politiques, nos engagements et nos convictions personnelles, mais on pense que c'était de toute façon bon à prendre d'avoir quelques éléments de son expérience, quoi qu'on en dise sur l'affiliation politique qu'il a. Donc l'association, donc l'AMRI, c'est l'association des étudiants du Master Relations Internationales et on a plusieurs activités, notamment un pôle culture, donc avec un pôle conférence qui nous a permis d'animer cette conférence et puis aussi une revue que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, voilà, des petites choses comme ça où on participe à la vie de l'université. Les questions qui ont été posées par les étudiants, c'était assez riche, on a eu des questions variées. On a eu cette chance d'avoir un public assez réactif, c'est pas le cas pour toutes les conférences, mais cette fois-ci, je pense que M. Copé a vraiment intéressé nos intervenants, donc ça s'est très bien passé. Oui, donc la prochaine conférence de prévue sera normalement vers fin février. Alors, je ne peux pas encore dire le nom, mais ça répondra notamment aux gens du Master de Sécurité Défense, donc avec un ancien militaire à la retraite, mais qui a beaucoup à nous apprendre sur l'Union européenne et l'ONU, sur ses missions à l'international. Depuis de nombreuses années, l'intelligence artificielle prend de plus en plus place dans nos sociétés. Le réseau de la pédagogie s'est emparé du sujet et organise de nombreuses conférences. La dernière en date a été sur les aspects juridiques de l'intelligence artificielle. On est au hangar créatif. On a vécu un atelier sur l'IA générative, les défis juridiques et éthiques. Le réseau de la pédagogie accompagne des interrogations. On essaye de répondre à quelques questions sur les sujets de l'IA générative dans les pratiques enseignantes, mais pas seulement. Là, aujourd'hui, le but, c'était vraiment de comprendre quels sont les contours juridiques qui existent aujourd'hui en France, en Europe, mais plus précisément dans notre institution, pour permettre aux acteurs de la pédagogie de peut-être s'identifier, se positionner par rapport à ces interrogations-là. Et puis, on a apporté aussi toute la démarche, enfin, pas toute la démarche, mais en tout cas une première vision de l'éthique dans les pratiques des IA génératives, parce qu'on s'aperçoit que l'usage de ces outils-là n'est pas régi que par des contours juridiques, mais aussi par ce qu'on en fait nous en tant qu'être humain et individu. Je suis venu ici parce que je suis enseignant-chercheur en informatique et je fais partie de l'école Pictura, école de l'image. Et en fait, il y a énormément de questions dans notre école en particulier sur l'utilisation de l'IAG, surtout sur la production artistique et son impact dans l'industrie du multimédia. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur une introduction. On se pose des questions, on essaye d'avoir des éléments de réponse. Et puis l'idée derrière, c'est de s'appuyer sur ces éléments de réponse pour véritablement définir le positionnement de l'université par rapport à ces questions-là. Oui, donc la question éthique relative à l'intelligence artificielle était aussi associée à la thématique plus large de l'éducation et de l'enseignement. Et le point sur lequel j'ai voulu insister, c'est la nécessité de préserver et développer l'estime de soi des étudiants dans leur capacité à continuer de pouvoir penser par eux-mêmes, être créatifs dans un contexte où les intelligences artificielles génératives leur proposent ou offrent des possibilités de penser à leur place. On a déjà organisé un petit événement au début d'année où on a demandé aux étudiants de produire en 2 jours des films ou des jeux vidéo en ayant accès, s'ils le souhaitaient, aux IA.
Et on avait commencé cet événement justement par des petites conférences, dont une sur justement les questions juridiques liées aux droits d'auteur. Oui, donc un des enjeux majeurs pour développer l'éthique de l'IA, je pense au sein de notre institution, des universités, des entreprises, c'est de développer une éthique riche de l'intelligence artificielle qui ne se limite pas à la mise en conformité des pratiques et des technologies au regard de principes comme la transparence, l'explicabilité, la responsabilité, mais de développer véritablement une culture riche de l'éthique de l'IA à travers la prise en compte pas seulement de principes ou de calcul de balance bénéfice-risque autour de ces technologies, mais de développer vraiment une culture au sein de l'organisation, de la réflexion continue autour des usages et des effets de ces nouveaux usages dans l'organisation. Nos étudiants sont assez inquiets justement sur la question. Ils se demandent énormément si oui ou non ils vont être remplacés par les IA. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement autour de cet événement, on avait fait un petit questionnaire avant-après et que avant, justement, cette inquiétude était très proéminente. Et après, même si elle restait présente, ceux qui avaient essayé justement les IA pendant la Jam se sont rendus compte que certes, ça pouvait faire des trucs bien, mais que pour faire des trucs bien, il fallait presque autant, voire plus de travail que les méthodes plus traditionnelles de création artistique. Il y aura d'autres événements, on a tout un programme qui est planifié sur l'année. On aura un autre temps sous format de webinaire plutôt, dans le courant du mois de février, un autre atelier qui aura lieu un petit peu plus tard dans l'année, et puis on finira l'année comme habituellement avec la journée de la pédagogie. C'est la fin de ce magazine et on espère vous voir nombreux aux événements des 150 ans de l'Université catholique de Lille, et on vous laisse avec ces dernières images sur la JPO du 1er février.